Bonjour, alors dans cette vidéo je fais une mini introduction un peu perso aux nombres complexes. Alors ce n'est pas du tout matière de maths 4, vous n'en avez pas du tout besoin dans la vie de tous les jours, donc si ça ne vous intéresse pas, arrêtez tout de suite, il n'y a aucun souci, on peut très très bien vivre sans. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Mais d'une part techniquement pour ceux qui auront de la physique un peu plus poussée à partir de l'année prochaine dans les études supérieures, où on verra un peu d'analyse élec, où on verra de la physique quantique, où il y aura peut-être un petit peu de mécanique des fluides, tout ça, alors ça devient intéressant. Vous le reverrez au moment même, hein, sans doute, mais sachez que les maths 6, les maths 8 ont eu normalement cette matière-ci. Cette année-ci, je ne sais pas à quel point, mais cette vidéo alors sert à dégrossir, à donner une idée, à ne pas être complètement surpris quand vous verrez ça l'année prochaine. Et en seconde raison, c'est juste par culture, si ça vous intéresse de savoir, tiens, quand on parle de nombres complexes, ensemble des complexes, mais de quoi parle-t-on simplement? Et voilà, ici, vous avez avec cette vidéo une très vague, courte idée de ce que ça peut être. Alors ce n'est pas une vidéo tutoriel où à la fin vous savez faire des choses, c'est une vidéo où je ne donne pas d'exercice. Vous pouvez en trouver plein sur le net, sur la Khan Academy ou sur Google. Enfin, ce cours est largement donné. Ici, je vous donne mon intro et je vais exprès relativement loin sans faire de pause. Donc, il y a forcément un moment où vous serez largué, où vous vous direz oh là là, je comprends plus. C'est entièrement normal, c'est pas voulu, hein, mais vous pouvez comprendre jusqu'à la fin, mais je vous donne tout d'un coup. Vous n'avez pas d'entraînement par étapes pour pouvoir assimiler, passer à la chose plus compliquée. Donc c'est tout à fait normal d'un moment d'en avoir marre ou de ne pas comprendre tout. L'idée ici n'est pas de nouveau que vous sachiez faire quelque chose à la fin, c'est que vous ayez une vision de où on va, de où va ce nombre complexe, qu'est-ce que ça englobe, et c'est juste le début. Et donc voilà, je vous donne un petit peu la première perspective. Dites-vous que déjà jusqu'où j'arrive, c'est déjà pas mal, et qu'après, il y a moyen d'aller encore beaucoup plus loin pour en faire un outil extrêmement intéressant. Et pour en faire aussi un chapitre de maths intéressant, entre guillemets, amusant en lui-même, euh, pour voir, tiens, comment est-ce qu'on peut développer un univers relativement nouveau, pas si nouveau, ça fait appel à beaucoup de notions que vous avez déjà, mais développer un univers imaginaire, nouveau, à partir d'un petit twist. Et voilà. Donc au niveau maths, c'est intéressant en soi, et au niveau physique, c'est vraiment très intéressant comme outil euh, pour certains domaines de la physique après. Voilà, donc le petit twist, la simple petite idée des nombres complexes au début, c'est de se dire, au fond, on est très embêté que les racines carrées des nombres négatifs, ça n'existe pas. Il y a plein d'endroits en maths où quand on arrive à racine de moins 4, ah ben pas de solution. Ou voilà, racine de moins 1, ça n'existe pas. Donc racine, on doit être que dans les positifs. Le domaine d'une fonction racine, on n'est que dans les positifs et tout. On dit tiens, c'est dommage, ça flingue quand même chaque fois la moitié des chiffres, tous les négatifs. Euh, donc on se dit, bah, au fond, est-ce qu'on n'essayerait pas de se dire, tiens, ben, on va prendre racine de moins 1, on dit, ah ben ça existe. On se fout que ce soit réel ou pas, c'est irréel. On est juste dans le monde de l'imaginaire. D'ailleurs, ça s'appelle un nombre imaginaire. On dit, bon voilà, je prends racine de moins 1 et je pars du principe que ça existe. Je n'essaie pas de savoir combien ça vaut, je ne dis pas que je peux avoir racine de moins 1 pomme ou racine de moins 1 personne dans une salle, c'est juste, ça existe. Et pour pouvoir écrire racine de moins 1, je vais lui donner un nom et j'appelle ça i, comme imaginaire. Donc le nombre i, c'est la racine de moins 1. Voilà, je pars juste, c'est la seule base, c'est se dire racine de moins 1, ça existe et ça s'appelle i. Alors, à partir de là, je peux reprendre ce que j'ai déjà fait en maths euh, et me dire, bon, maintenant, mais j'ai une racine du nombre négatif, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que ça va débloquer et où ça va nous mener? Par exemple, si on prend la résolution des équations du second degré, qui est un des... Ça vous paraît simple parce que vous avez vu ça déjà depuis quelques années, mais en fait, c'est un des gros chapitres dans l'histoire des maths. La résolution de ça permet déjà de résoudre énormément de problèmes. Mais il y a ce fameux delta qui ne peut pas être négatif parce qu'on prend la racine de delta après. Bon, ben,
Voilà, si maintenant delta peut être négatif, qu'est-ce qui se passe? Prenons par exemple l'équation x carré plus 2x plus 2 égale 0. Quelles sont les solutions de cette équation? Alors, comme d'habitude, on prend le delta, donc b carré moins 4ac, ça nous fait 4 moins 8, ça fait moins 4. Alors, dans le monde réel dans lequel on est habitué à évoluer, on s'arrête là évidemment. Delta moins 4, delta négatif, on s'arrête. Pourquoi? Parce que la solution, ou les solutions, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et donc ça, évidemment, racine de moins 4, on s'arrête tout de suite et on dit que ça n'existe pas. Mais ici, on a dit qu'on avait i qui était égal à racine de moins 1. On l'a posé arbitrairement, on l'a inventé, on l'a imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je rappelle qu'on a une petite règle qui est que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Par exemple, si vous prenez 4 et 9, ça vous fait racine de 4, donc 2, fois racine de 9, donc 3, ça fait 6, et ça fait bien racine de 36, donc voilà, ça illustre. C'est juste un exemple. Donc ici, racine de 4, qu'est-ce que c'est? C'est racine de moins 1 fois racine de 4. Et racine de moins 1, ça, on vient de le poser comme étant i. Donc plus ou moins i fois, alors racine de 4, ça c'est 2, il n'y a pas de souci. Je simplifie par 2 partout et j'ai moins 1 plus ou moins i. Et voilà. Alors là, je ne sais plus simplifier et j'obtiens ce qu'on appelle un nombre complexe qui est le nombre moins 1, deux nombres en fait, le nombre moins 1 plus i et le nombre moins 1 moins i qui sont les deux solutions de cette équation-là. Vérifions immédiatement que c'est bien correct. Comme ça fait un bon exercice de première utilisation des nombres complexes. On va prendre moins 1 plus i par exemple. Est-ce que c'est bien une solution? Eh bien, remplaçons les x, les variables, par les inconnus, pardon, par moins 1 plus i. Donc ça me fait moins 1 plus i au carré, plus 2 fois moins 1 plus i, plus 2. Est-ce que c'est bien égal à 0? Alors je distribue mon carré, ça fait donc moins 1 au carré plus le double produit moins 2 fois moins 1 fois i, plus i au carré. Je distribue le 2, plus moins 2, plus 2i, plus 2. Alors ça, moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 2 fois moins 1 fois i, ça fait moins 2i. Plus i carré, ça fait quoi i carré? Si i c'est racine de 1, si je mets racine de 1 au carré, j'ai moins 1. Ça paraît bizarre évidemment, mais c'est logique dans ce qu'on a posé au départ. I carré donc, moins 1. Plus moins 2, ça fait moins 2, plus 2i, plus 2. Alors si je regarde tout ça, les moins 2 se simplifient, 1 moins 1 ça simplifie, moins 2i avec plus 2i, il me reste 0. C'est donc bien une solution de cette équation-là. Alors je vous laisse essayer l'autre avec moins 1 moins i. Faites le petit exercice, c'est un bon petit calcul. Mais je vous spoil, ça marche très bien également. Et voilà, bim, vous avez des solutions pour toutes les équations du second degré. Et vous venez de voir votre premier nombre complexe, donc moins 1 plus i dans ce cas-ci, et moins 1 moins i. Alors, reprenons un peu tout ça et donnons des noms aux différentes parties, mettons un peu en place le contexte, le vocabulaire pour traiter ces nombres. Voilà, ici on se retrouvait donc avec notre moins 1 plus i, le premier nombre complexe que l'on a vu. Mais en fait, c'est un nombre complexe tout à fait typique, avec un réel plus i fois un réel, ici on a bien fois i1. Le nombre complexe typique, c'est
A plus IB. Où A et B sont des réels. Donc appartiennent à R. Alors quelques exemples, hein. On peut très bien avoir 2 plus I3, on peut très bien avoir 5 moins I8, n'importe. Tant que vous avez un réel plus ou moins I fois un réel, pas de souci. Alors c'est bien chaque fois un fois ici. Hein. On met traditionnellement le I devant, c'est une convention pour avoir une forme A plus IB, mais c'est toujours un fois, donc mathématiquement, si vous mettez 2 plus 3i dans une équation ou quoi, ça ne changera absolument rien. C'est juste une convention d'écriture. Voilà, alors nommons un peu ces différents éléments. A, ça s'appelle la partie réelle. Et B s'appelle la partie imaginaire. Parce que elle est, entre guillemets, c'est le coefficient du nombre imaginaire i. D'accord? Donc la partie réelle plus une partie plus i et une partie imaginaire. Alors, quelques cas particuliers. Si B vaut 0, ben on se retrouve avec juste le A. Et donc c'est un réel. C'est un réel normal, et un réel peut être un nombre complexe. C'est un nombre complexe où la partie imaginaire est nulle. Alors, si on a A qui vaut 0, on se retrouve alors avec 0 plus IB, on se retrouve avec IB. Ça, c'est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Alors, ça c'est un petit peu historique. Peu importe, c'est pas très très important. C'est voilà, juste un cas particulier, on va dire. C'est juste un nombre où il n'y a pas de réel plus i quelque chose, c'est juste IB, i fois un réel. Voilà, imaginaire pur. Il y a le cas où a égale 0 et b égale 0. On se retrouve avec 0 plus i0. Ça fait 0. Et c'est le seul nombre qui est à la fois un réel et un imaginaire pur et un complexe. C'est le nombre 0, simplement. Alors je continue dans les notations. On a l'ensemble des réels. Ça, vous le connaissez depuis longtemps. C'est R avec une double barre. Si on prend l'ensemble des nombres complexes, on va le nommer C avec une barre. Donc, même chose, un C avec une barre qui traverse. Alors C inclut R. Hein. R est inclus dans C. Si vous prenez, hein, vous connaissez déjà tous les premiers, si on prend les entiers, c'est compris dans les naturels, puisque le naturel, donc entier c'est 0, 1, 2, 3, naturel, tous les entiers négatifs, positifs et 0. Là-dedans, tout cela sont compris dans les rationnels, donc tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de fractions. Et donc là, c'est 1, 2, 3, etc. Ici, moins 1, moins 2, 0 est là-dedans aussi, moins 1, moins 2, etc. Ici, tous les nombres en fractions. Donc on a tous ceux-là, tous ceux qui sont entiers, plus tous ceux qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Ceux-là aussi peuvent s'écrire sous forme de fractions, il suffit de mettre sur 1. 1 demi, 3 quarts, etc. Si on ajoute encore les nombres qui ne savent pas s'écrire sous forme de fractions, donc par exemple les nombres pi, le nombre e, la racine de 2, ce sont tous des nombres que vous ne savez pas écrire sous forme de fractions, mais qui sont des nombres réels. Là, vous avez l'ensemble des réels, qui comprend tous ces ensembles-là. Maintenant, vous prenez l'ensemble des réels et vous ajoutez i quelque chose. Et bien, vous avez le grand ensemble des complexes. Par exemple, vous avez 1 plus i, 2 moins i, moins 5i. Si vous prenez tous ceux où le b vaut 0, vous retombez dans les réels. Ça va? Donc, l'ensemble des réels est inclus dans l'ensemble des complexes. Ce sont tous les complexes où b vaut 0. Continuons les notations. Les inconnus, et les variables et tout. Variables pour les fonctions, inconnus pour les équations.
Quand on travaille dans les réels, on utilise traditionnellement X en maths. Alors, en physique, ça peut être d'autres lettres comme T pour le temps, etc. Mais ce sont des conventions mathématiquement. La lettre que vous choisissez, forcément, ça ne change absolument rien. Mais traditionnellement, on prend X. Donc, si je dis que je travaille dans les réels, alors je vais prendre par exemple, comme j'ai pris tout à l'heure, là j'ai pris pour faire le lien avec ce que vous connaissiez déjà, j'ai pris x carré, puis j'ai essayé de regarder vers où ça allait. Ici, prenons ceci. Là, il n'y a pas de solution dans le réel, puisqu'on avait le delta qui valait moins 4. Si maintenant je dis que je travaille dans les nombres complexes, donc ça veut dire, quand je dis je travaille dans les nombres, ça veut dire que je travaille dans l'ensemble des nombres réels ou complexes, et donc je peux utiliser les nombres réels ou les nombres complexes. Donc dans l'ensemble des nombres réels, j'ai cette équation-là. Dans l'ensemble des nombres complexes, si dès le début, pardon, 2C c'est plutôt pour les dollars, 2 barres c'est plutôt pour les dollars, voilà, une barre. Si je dis que je travaille dans l'ensemble des complexes, alors je vais directement écrire Z. Z carré plus 2Z plus 2 égale 0. J'ai toujours le delta qui vaut moins 4 et j'ai deux solutions. On avait moins 1 plus I et moins 1 moins I. Alors, c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste une convention. C'est pour que quand on voit ça, on se dit directement « Ah, mais on est dans le monde des réels, en fait. » Quand on voit ça, on se dit directement « Ah, mais on est dans le monde des complexes. » D'accord ? Ce sont les mêmes techniques. Il n'y a rien qui change. C'est juste une autre lettre. Z pour les complexes, X pour les réels. Alors là, on voit ici des plus. On a x2. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait la vérification de la solution de cette équation-là, que je l'ai multiplié entre eux, je distribuais, je mettais au carré. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ces nombres complexes ? Mais en fait, c'est relativement pareil qu'avec les réels. Il n'y a rien de très très neuf. Prenons un peu les opérations de base, hein, l'addition par exemple. Regardons comment est-ce qu'on fait une addition de nombres complexes. Si vous avez, on va prendre deux nombres complexes standards, hein, donc a plus ib, et qu'on additionne un autre nombre complexe de type c plus id, on va se retrouver avec les parties réelles qui s'additionnent entre elles. Donc on va se retrouver avec une partie réelle qui sera a plus c, plus une partie imaginaire, on aura ib plus id, on met le i en évidence, il reste b plus d, donc c'est i fois b plus d. D'accord ? Et ça, c'est la nouvelle partie réelle, et ça, c'est la nouvelle partie imaginaire. Mais de nouveau, c'est la même addition qu'avant, il n'y a rien de spécial. Est-ce qu'on a un neutre ? Donc vous savez, le neutre, c'est le nombre. Si on l'additionne à un autre nombre, ça ne change pas le nombre. Bah oui, c'est le 0 en fait. Hein, si on prend a plus ib plus 0, alors je rappelle que 0, ça peut aussi être 0 plus i0, ça fait bien a plus ib. Donc 0 est le neutre. Alors regardons un peu ce qu'on peut faire au niveau multiplication. De deux nombres complexes, mais vous l'avez déjà vu parce que j'ai fait le carré tout à l'heure, mais ça peut se généraliser évidemment à qu'est-ce qui se passe si on a a plus ib fois c plus id. Et bien de nouveau, en fait, on distribue, on prend ça comme des... I est vraiment A est un réel, B est un réel, plus c'est le plus habituel, I c'est un nombre qu'on a posé, mais voilà, il se travaille comme un nombre existant, tout imaginaire soit-il, et donc on distribue. Ça fait A fois C, ici ça va faire plus I AD, plus I BC, plus, alors on a IB fois ID. Et donc on va obtenir AC, plus, alors je mets le I en évidence pour ces deux-là, et j'ai AD plus BC. Et alors ici je mets I fois B fois I fois D, ça fait I carré fois BD. Et donc je me retrouve avec AC, plus I, ça ne change pas, AD plus BC, plus alors I carré, on l'avait vu tout à l'heure, ça fait moins 1.
et BD. Et donc on se retrouve in fine avec AC moins BD plus I fois AD plus BC. Ça, c'est la partie réelle de mon nombre, le nombre résultat de la multiplication. Et ça, c'est la partie imaginaire. On se retrouve donc avec un nombre complexe, toujours de type A plus IB, hein, donc avec ici le nouveau A et ici le nouveau B. Ça va, donc un nombre complexe fois un nombre complexe donne un nombre complexe. Un nombre complexe plus un nombre complexe donne un nombre complexe. Le nombre de nouveau neutre par lequel on peut multiplier, ici j'avais mis le neutre, par lequel on peut multiplier un nombre complexe et qui ne le change pas, ben c'est le nombre 1. Si on a A plus IB et qu'on fait fois 1, ben on distribue, on a A plus IB. Et voilà. Donc ici le neutre de l'addition c'est 0, le neutre de la multiplication c'est 1, ce qui est tout à fait pareil que dans les réels d'ailleurs. Et voilà, on a mis en place toute une algèbre en fait. On a des nombres, on les a bien définis, on voit au niveau ensemble, enfin c'est juste une extension de l'ensemble des réels, et ça comprend donc les réels, les rationnels, naturels, etc. etc. On sait faire une addition, on sait faire une soustraction, on sait faire un fois. J'ai pas vu la division, mais on sait la faire aussi. On a le neutre de l'addition, le neutre de la multiplication. On sait résoudre des équations du second degré. Toutes, du coup, elles vont toutes avoir des solutions en complexe. Quand le delta est positif, ben on a une solution réelle, et donc qui n'est jamais qu'un sous-ensemble des complexes. Quand on a un delta qui vaut 0, on a deux solutions, mais qui sont le même chiffre, puisqu'on a moins b plus ou moins racine de delta, ben avec le plus racine de 0 et moins racine de 0, ça donne forcément le même chiffre, mais ça s'appelle une solution double. Quand on a un delta négatif, on va avoir deux solutions purement complexes, avec du i qui va arriver. Donc voilà, on sait résoudre n'importe quelle équation du second degré, on sait résoudre en fait n'importe quelle équation de n'importe quel degré, équation polynomiale, hein, donc avec des z exposant quelque chose, plus coefficient pour z exposant quelque chose, etc. Bon, ça ce sont des extensions algébriques des nombres complexes. Alors c'est le moment de faire une petite pause si vous voulez. Voilà, parce que j'ouvre un autre chapitre des nombres complexes, c'est comment est-ce qu'on va les représenter. Est-ce qu'il y a moyen de visualiser des nombres complexes de manière un petit peu plus graphique que purement algébrique avec des chiffres, des plus, des fois, etc. La question est intéressante dans les deux sens. Hein. Quand vous savez représenter quelque chose, vous pouvez aussi vous dire, au fond, peut-être que ça peut représenter, peut-être qu'on peut se servir de ça pour représenter quelque chose d'autre. Comment est-ce que je représente un complexe? Ça veut aussi dire, qu'est-ce que je vais pouvoir représenter par un complexe? Puisque ça va dans les deux sens. Bah oui, pour représenter les réels, on avait, vous vous rappelez, la droite des réels. C'était une droite, voilà, on mettait un 0 quelque part, on dit voilà, si ça c'est 1, et bien tous les points de la droite peuvent représenter un réel. Hein, par exemple, 3 c'est ici, moins 1 va être là, 1 demi va être là. Et dans l'autre sens aussi, tout réel peut être représenté sur la droite, une droite infinie des deux côtés. D'accord? Et bien c'est la même chose pour les nombres complexes. Ici on a l'ensemble des réels, l'ensemble des complexes, puisqu'on a à chaque fois deux réels qui caractérisent notre complexe, on va les représenter avec deux droites. Et ça c'est quelque chose que vous savez. On va dire que le 0 est là, que là c'est 1, que là c'est 1. C'est quelque chose que vous savez faire depuis très longtemps. C'est de nouveau un plan orthonormé. On va dire qu'ici, on va mettre la partie réelle du nombre, et ici, on va mettre la partie imaginaire. Enfin ici, en abscisse et en ordonnée. Par exemple, le nombre complexe 2 plus i, eh bien, ça va être ici 2 plus i1. Prenons moins 2i, eh bien, moins 2i. Pardon, moins i2. Voilà.
Alors, I lui-même, il est où? I lui-même, il est là, puisque I, c'est I1. Donc là, on a I. Les nombres réels, on les retrouve sur la droite ici, c'est la même droite que celle-ci, en fait. Hein. Donc 3, il est là. Ça, c'est 3 plus I0, ou 3. Si on a... voilà, vous avez compris. Hein. Moins de I, moins de I, c'est là. Voilà. Et donc, on se retrouve avec un plan dans lequel on peut représenter tous les nombres complexes, avec la droite particulière des réels purs, la droite ici des imaginaires purs, où les réels valent 0, c'est chaque fois I quelque chose, et puis tous les autres, ce sont les complexes habituels. Alors, allons encore un peu plus loin. Et c'est ici où ça se complique un petit peu. Rien de neuf, mais ça fait beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux concepts à la fois. Donc ici, on a des coordonnées cartésiennes. Hein, donc 2 plus I, on a 2 plus I. D'accord moins 2, c'est moins 2. Ça s'appelle cartésien. On peut aussi avoir les coordonnées polaires d'un nombre complexe. Et donc le représenter, non plus sous forme d'un nombre réel, une partie réelle, plus une partie imaginaire, mais se dire, au fond, ça, je pars à chaque fois de 0, du nombre 0, hein, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longueur ici, qu'on appelle le module, et un angle ici, qu'on appelle l'argument. Et donc, notre nombre complexe peut s'écrire A plus BI, décidément, je me trompe moi-même chaque fois, A plus IB. On peut aussi l'écrire, si on dit Z égale A plus IB, on peut aussi l'écrire sous la forme module argument. Donc, module de Z, ça s'écrit comme ça, avec une valeur absolue, comme pour les longueurs en géométrie. Et argument, souvent on met θ, mais ça peut être n'importe quelle, si possible, lettre grecque, mais sinon n'importe quel angle, n'importe quelle lettre. Donc ça, l'argument, le module de Z, et ça c'est l'argument de Z. Alors comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Alors la longueur ici, le module, ça vous savez faire. Hein. C'est Pythagore. On a ici les abscisses, ici les ordonnées, entre guillemets, donc ici la partie réelle, la partie imaginaire, ça c'est Pythagore, donc on se retrouve avec a carré plus b carré en racine. Alors le θ, l'angle, on retombe sur notre bonne vieille géométrie, hein. Ou sur les angles dans les triangles, c'est encore mieux. Donc ça va être par exemple l'arc tangente du côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici ça va être de B sur A. Vous pouvez le trouver aussi avec des cos et des signes avec le module. Le module, c'est l'hypoténuse. Donc vous pouvez trouver tout ça. Alors attention, ça marche quand on est dans le premier cadran ici. Hein. Quand vous êtes ici, il faut commencer à rajouter, à prendre pi moins ou bien prendre moins l'angle, etc. Donc il faut bien, quand vous travaillez dans les triangles, tout est toujours positif, tout est toujours facile. Après, vous voyez bien comment l'angle se représente et compenser avec des demi-tours, des quarts de tour pour retrouver l'angle, l'argument, ça part chaque fois de là, et ça part par là dans les positifs, par là dans les négatifs, exactement comme en trigo. Voilà comment on fait le lien entre les deux. Et donc le nombre complexe peut être représenté comme ceci, comme ceci. Alors comme ça, si on veut les représenter, ça c'est un couple module-argument. On peut encore dire qu'en fait, c'est le module fois, alors ici, pour retomber sur une forme comme ceci en fait, une forme réelle plus i, partie imaginaire. La partie réelle, c'est quoi en fait? C'est le module projeté là-dessus. C'est le module fois le cosinus de cet angle-là. C'est le module fois le cosinus de θ. Et alors on va avoir plus i fois, et b, c'est quoi? C'est cette longueur, la longueur du module projetée sur ici. Donc c'est fois le sinus de θ. Voilà. Et ça, c'est encore une autre forme, une autre façon de l'écrire. Alors ceci,
ça s'écrit d'une façon typique pour les nombres complexes, mais ça, de nouveau, il n'y a rien d'extrêmement nouveau, vous avez déjà vu tout ça, mais c'est une nouvelle façon de noter et une nouvelle approche d'un nouveau type de nombre. Ça va s'écrire Z 6 θ. 6 parce que cos I sin, le CIS. C'est une façon abrégée, parce que ça va à chaque fois être cos de l'angle plus I fois sin de l'angle. Donc c'est une façon abrégée d'écrire voilà, module de Z 6 θ. En fait, c'est la même chose que A plus BI, où Z vaut ça et θ vaut ça. Voilà, vous avez vu, hein, c'était bien Z fois cos ici et Z fois sin ici. Donc il y a bien une parenthèse ici, c'est Z cos plus I Z sin. Ou alors on met le Z en évidence et on met des parenthèses. Et on se retrouve donc avec le Z 6 θ comme ça. Alors là, je vous demande de me faire confiance et surtout de faire confiance aux mathématiciens qui ont développé ça il y a déjà pas mal de temps. Ça, on va l'écrire encore d'une autre façon qui est très très bizarre et qu'il faut accepter, ça tombe un peu du ciel. Merci le chat. Ça peut aussi s'écrire le Z on le garde, mais le 6 θ, on peut aussi l'écrire E exposant Iθ. Alors, c'est le même E que celui qu'on a vu avec l'exponentielle, c'est le I habituel, et le θ, c'est bien l'angle ici, hein, l'argument ici. Qu'est-ce que ça veut dire une exponentielle avec un imaginaire pur ici? Ça tombe du ciel, il se fait que ça marche très très bien au niveau calcul, au niveau calculatoire. Et on va pouvoir utiliser cette forme-là, soit de cette forme-là, soit de cette forme-là, soit de cette forme-là, selon les cas. Et ils sont tous liés, hein. On a bien que le Z c'est cette longueur-là, que ça c'est l'angle, que ça c'est A, que ça c'est B. L'écrire comme ça est une notation de type complexe, de type nombre complexe. Ça n'a rien à voir, n'essayez pas de chercher là-dessus une exponentielle de type fonction exponentielle qui monte, comme on l'a vu. C'est pas à ça que ça sert. Ça sert à faire des opérations algébriques et à utiliser les règles des exposants qui sont extrêmement simples et rapides par rapport à des règles là-dessus ou sur les cosinus-sinus. Et il se fait que ça marche très très bien et qu'on peut le faire en fait mathématiquement. Donc ceux qui sont intéressés par ça, si vous faites des maths ou de la physique, vous développerez tout ça. Sinon voilà, faites-moi confiance, c'est une notation qui fonctionne et qui est donc bien utile. Je fais un petit exemple de calcul avec ça. Alors comme premier exemple, je vais prendre des nombres plutôt comment dire, simples. Pour le premier, je vais prendre moins 1 plus i, c'était notre première solution là de tout à l'heure. Et comme second, je vais prendre i. Donc, pour les représenter, moins 1 plus i, c'est bien ici. Et i, il est là. Soit je mets des points, soit je mets des vecteurs au choix, selon qu'on travaille en représenter les nombres complexes ou qu'on les utilise pour les vecteurs. Ça revient au même. Alors, par exemple, si on regarde l'addition. Bon, pour l'addition, clairement, on peut le faire graphiquement, comme au cours de physique avec les vecteurs. On peut aussi le faire algébriquement. Si on fait Z1 plus Z2, donc moins 1 plus i, on obtient le total moins 1 plus 2i. Et si on le fait donc graphiquement, je reporte ceci là, je fais le parallélogramme et j'ai ceci qui est la somme des deux. Voilà. Et j'ai bien effectivement moins 1 plus 2i. Là, la forme algébrique a plus ib, elle est parfaite. Voilà. Elle est parfaite. Comme on additionne entre elles les parties réelles et les parties imaginaires, bon, c'est très très simple de le garder sous cette forme-là. Maintenant, si on fait une multiplication, alors ici, comme sur des nombres encore
très basique, c'est pas très compliqué à multiplier avec la forme algébrique. On va le faire des deux façons. Si je fais Z1 fois Z2, bon alors ça fait moins 1 plus I fois I. Je distribue le I, ça fait moins 1 fois I plus I fois I. Et donc ça fait I fois I, ça fait moins 1, ça fait moins 1, moins I. Et je me retrouve donc ici. Alors là, graphiquement, vous oubliez. Maintenant, est-ce qu'il y avait moyen de le faire avec l'autre forme? Ben, ici, je vais regarder la forme polaire de Z1. Alors Z1 en polaire, je vais le regarder directement sur le graphe. Ici, alors on est d'accord que la longueur, si jamais j'ai un côté 1 et un côté 1, ben c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, donc c'est racine de 2. Le module, pardon, racine de 2, voilà. 6, et là je dois trouver l'angle qu'il y a ici. Bon, mais c'est évidemment 45 degrés ici. Donc pi quart plus pi demi, et donc on est à 3 pi quart. Ou on peut aussi l'écrire racine de 2 e i 3 pi quart. Et l'autre, ça c'est encore mieux parce que le module, bah, on voit que c'est 1 et c'est pi demi l'angle. Donc c'est 1 e exposant i pi demi. Alors si je voulais multiplier ça, mais je prends les deux formules avec les exponentielles, racine de 2 e i 3 pi quart fois l'autre qui est e i pi demi. Là j'ai les propriétés classiques des exposants, donc ça me fait racine de 2 e, et alors j'additionne les deux. Donc j'ai i 3 pi quart plus i plus pi demi, et ça me fait e, alors ça me fait 5 pi quart. Directement, j'ai juste dû additionner ces deux trucs-là et faire ça fois l'autre, mais comme c'était 1, c'était facile. Et c'est bien ce qu'on a ici. Racine de 2, c'est la longueur, effectivement, et 5 pi quart, eh bien j'ai pi demi plus pi quart, pi plus pi quart, donc ça fait bien 5 pi quart. Imaginez-vous, si une fois que vous avez les représentations comme ceci, faire le fois est très très simple. Il suffit de faire un fois ici et une addition d'angle et vous y êtes tout de suite. Alors qu'ici, si vous avez deux nombres compliqués, il faut distribuer, blablabla, c'est plus compliqué. Donc ça c'est très très simple en fait. Remarquez au passage, on va refaire une fois le résultat, ceci, fois E, on va refaire fois Z2, fois I. Donc ça fait racine de 2 E exposant I 5 pi quart fois de nouveau le même. Et ben je vais me retrouver de nouveau avec racine de 2. Et en fait, je vais juste de nouveau additionner pi demi. Et donc si j'additionne encore pi demi, et ben ça me fait 7 pi quart. Et 7 pi quart, ça se trouve 1 pi quart avant 2 pi. Et donc c'est là. Et donc en fait on était passé de Z1 fois I, on est arrivé ici, ici fois I, on est arrivé là. Et donc en fait chaque fois que je fais fois I, j'avance de 90 degrés, je tourne de 90 degrés. Donc c'est aussi toute petite ouverture sur une autre chose qu'on peut faire avec les nombres complexes. On peut très bien commencer à faire tourner des vecteurs, juste tourner l'angle en multipliant un nombre complexe par un autre. Alors, si maintenant vous prenez des nombres complexes, je ne vais pas le faire en fait. Je ne vais pas faire d'exemple avec deux nombres complexes pris plus au hasard, genre plus I5 ou des choses comme ça. Mais si vous voulez, vous les prenez au hasard, vous faites une multiplication de l'un par l'autre, il faut regarder ce que ça donne.
ou bien vous passez par l'écriture exponentielle, vous faites une multiplication par l'écriture exponentielle et vous regardez où vous arrivez, et vous allez arriver en fait au même endroit. Et c'est pour ça que cette notation-là est très très pratique. Et elle est beaucoup plus simple pour beaucoup de cas. Quand ce n'est pas d'addition mais des multiplications, elle est beaucoup beaucoup plus simple. Et voilà, on arrive à la fin. Je m'arrête au niveau technique ici. Donc dans la deuxième partie, on a vu comment représenter les nombres complexes sur un plan qui s'appelle le plan complexe, mais ce sont les mêmes techniques que ce que vous avez déjà vu avec le plan euclidien pour faire de la géométrie, ou bien la trigonométrie, tout ça, c'est chaque fois les mêmes outils. Et puis j'ai été un peu plus loin en montrant qu'on pouvait représenter n'importe quel nombre complexe, d'une part par sa forme algébrique a plus ib qu'on avait vu au début, mais aussi par sa forme polaire, module fois module et argument. Donc soit vous mettez juste module et argument, soit module fois cosinus de l'argument plus i sinus de l'argument, soit module fois 6 arguments, soit module fois e exposant i argument. Peu importe. Polaire, ça veut dire avec un angle, hein, de manière générale en maths. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà. Alors à quoi ça sert tout ça? Bon, outre le fait de pouvoir les représenter et faire des jolis graphes, eh bien en fait, on peut donc représenter des vecteurs dans le plan complexe. Et ça, on pouvait déjà le faire avant avec le plan euclidien, c'est vrai. Mais la différence, c'est qu'ici, avec les complexes, on a toute une algèbre derrière qui permet d'additionner les vecteurs, multiplier les vecteurs. Après ça, pour ceux qui feront des fonctions complexes, on aura des fonctions de vecteurs. Et donc, on peut manipuler non plus des quantités, des réels, mais on peut manipuler des vecteurs, donc avec une direction, avec une intensité, avec un angle, etc. Et ça, c'est très 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 puissant pour plusieurs domaines de la physique. En élec, ça sert beaucoup. En physique quantique, ça sert énormément. Après ça, il y a quelques incursions en mécanique des fluides et d'autres, dès qu'il y a des vecteurs, des phases, enfin bon bref, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très très puissant. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça a ouvert un peu les yeux sur un autre domaine des mathématiques. Vous avez vu qu'au niveau technique, je n'ai rien inventé de neuf par rapport à vous, à part le I et θ qui tombe un peu du ciel. Le reste, c'est de la trigo de base avec des triangles rectangles. Ce sont des plans, ce sont des carrés, des fois. La résolution du second degré, c'est toujours avec le delta. Donc, il n'y a rien de neuf. On est juste parti de, tiens, imaginons que racine de moins 1 existe et on va l'appeler i. Qu'est-ce qu'on peut développer à partir de ça? Et là, c'est toute une nouvelle matière, un nouveau chapitre des mathématiques qui est développé et qui peut aller très très loin. On a voilà, j'ai évoqué tout à l'heure les fonctions complexes. Ben, il y a toutes des nouvelles études de fonctions à faire avec les complexes. On peut représenter des vecteurs, on peut s'en servir en physique, etc. Voilà, eh bien, je m'arrête là. J'espère que ça vous a intéressé et à bientôt.